Bonjour, nous voici sur les bords d'un bien beau canal. On ne le croirait pas, mais il y a une autoroute à seulement 2 ou 3 kilomètres d'ici. À voir ce paysage, on se croirait plutôt au fin fond de la campagne, non? Je vous propose de découvrir la pêche en canal au verre de vase en amorçant avec du fouillis. Aujourd'hui, c'est un matin frais de fin d'automne, mais en été, à l'endroit où nous sommes, juste sous ces arbres, c'est plein de gardons. Mais dès que les feuilles commencent à s'accumuler dans l'eau, le poisson s'éloigne de ces endroits couverts. Il s'éloigne des arbres pour se réfugier dans un coin dégagé. Le meilleur coup, je crois bien qu'il est où nous sommes, de l'autre côté des arbres, juste avant le pont. Il y a encore 2 semaines, il ne donnait pas grand-chose. À cause de ce très gros arbre et de son feuillage impressionnant. Les poissons étaient tous partis à cause de toutes les feuilles qui s'étaient entassées les unes sur les autres dans l'eau du canal. Mais avec le temps et les bateaux qui passent, je crois que le coin a été nettoyé. Sur cette rive un peu dégagée, avec un peu de chance, le poisson a dû revenir. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir en prendre. Ce que je vais faire, je vais laisser le matériel ici pour aller voir 1 ou 2 coups de l'autre côté du pont. Je les ai repérés depuis un moment. Mais il y avait quelques bateaux amarrés. Ils y sont peut-être encore. Mais s'ils sont partis, ça pourrait être un excellent coup. Si vous le voulez, allons jusque là-bas. En général, sur les canaux comme celui-là, chaque fois qu'il y a un pont, il y a aussi un rétrécissement. Et naturellement, quand c'est plus étroit, l'eau est aussi plus profonde. À certaines périodes de l'année, c'est très bon ici, surtout en fin d'hiver. Pour le moment, je ne crois pas que le poisson se soit déjà installé dans les fonds. C'est pour ça que je veux aller un peu au-delà du pont pour vous montrer le coup que j'ai repéré. D'abord, ça s'élargit maintenant que nous avons passé le pont. Ensuite, il se forme une sorte de baie, là, de ce côté. Mais il y a un autre problème. Sur les 3 bateaux amarrés là, il y a encore quelques dizaines de minutes, 2 sont partis et ils ont passablement dérangé l'endroit. Aussi, je crois qu'on a nettement moins de chances de prendre du poisson ici. Décidément, il vaut mieux revenir de l'autre côté du pont. Avant de poser une ligne, observons ce coin de plus près. D'abord, le canal est plutôt large ici, avant l'étranglement du pont. On peut parier que de l'autre côté, l'eau est moins profonde parce que les bateaux qui passent renvoient les sédiments là-bas. De la même manière, sur cette rive-ci, le passage des bateaux a le même effet. Il se forme une couche de dépôt de quelques mètres de large près du bord. Voilà pourquoi ma zone de pêche aujourd'hui sera comprise entre 2 lignes qui de chaque côté se trouvent à 3 ou 4 mètres du bord. Mais avant même de décider où on va pêcher exactement, il nous faut préparer le matériel et bien entendu nous occuper aussi des appâts. Alors voyons cela. Aujourd'hui, on va se servir de 2 cannes, la plus longue de 8 mètres et l'autre de 3 mètres. Pour accrocher le fil de celle de 8 mètres, j'utilise un système à élastique intérieur. C'est tout simplement un élastique fin qui passe à l'intérieur du dernier élément de la canne. Il est fixé à une extrémité, évidemment pour éviter que le poisson ne parte avec, et à l'autre extrémité, il y a une petite agrafe qui le rattache au fil. En outre, pour éviter l'usure de l'élastique, on utilise un embout en plastique très souple. C'est une pièce essentielle. Si on ne l'a pas, étant donné le caractère coupant du bout de la canne, on risque fort de voir l'élastique se rompre, ce qui peut fort bien vous coûter la victoire au beau milieu d'un concours. Pour la canne la plus courte, en revanche, je n'utilise pas d'élastique, mais un sion en fibre de carbone extrêmement souple. C'est lui qui joue le rôle d'amortisseur pour cette ligne. Et j'attache le nylon grâce à un coulisseau. Mais nous verrons cela un peu plus tard. La canne de 8 mètres. Elle comprend donc le sion avec l'élastique pour le premier élément et le second élément qui représente ensemble 2 mètres. Quand j'ai déboîté et que je n'ai plus que cette partie-là, j'attrape facilement le bas de ligne et l'hameçon. Pour pêcher avec les 8 mètres, il suffit d'emboîter les autres éléments et d'allonger ainsi la canne. C'est donc là notre canne de 8 mètres. Sur la canne de 3 mètres, celle-ci,
il y a un élément de 2 mètres, ou plutôt d'1 mètre, pardon, télescopique, avec une pointe souple, et un autre élément qui s'emmanche. C'est donc une canne à 3 éléments. Là encore, on reçoit facilement le bas de ligne dans la main, mais cette fois sans déboîter la canne. Chaque poisson pris vient directement dans la main et va tout droit dans la bourriche. Et maintenant les flotteurs. Voilà, j'utilise 2 types de flotteurs très différents. Tout d'abord, il y a ces petits flotteurs à corps de balsa avec une antenne en bambou et une quille métallique. Pourquoi j'utilise ces flotteurs? Parce que j'aime bien ferrer le poisson à la descente sur des touches d'à peine 5 à 10 mm. Avec cette antenne de flotteur et le genre de plombée que je monte, j'ai une très bonne sensibilité à la moindre touche. Pour pêcher à distance, j'utilise ces flotteurs renflés qui possèdent une très grande portance avec une antenne en plastique et une quille métallique. Ces flotteurs sont surtout destinés aux gardons pour pêcher au cou un peu plus loin. Ils réagissent à la moindre touche. Maintenant, voyons le montage. J'ai déjà quelques flotteurs de montée. Voilà ici un flotteur déjà monté sur son plioir. Voici le flotteur avec son antenne, son corps de balsa et sa quille métallique. Il est monté sur 3 mètres de fil, avec fixé à cet endroit l'olivette qui doit se trouver théoriquement à une distance de 20 à 25 cm de l'hameçon. Sous cette olivette, je place 1 ou 2 très petits plombs, du 12 ou du 13. Je vous montrerai ça une fois que la ligne sera sur la canne. Voici une autre ligne pour pêcher à distance. Le gros flotteur, l'antenne en plastique et la quille, équilibrée par de très petits plombs style, régulièrement disposés sur la ligne elle-même. J'ai là environ 2,50 m de fil et je vais vous montrer tout ça en détail en l'accrochant sur la canne. Tout d'abord, la longue canne et la ligne courte avec le gros flotteur. Pour accrocher, je l'ai dit, il y a un petit fixe-ligne à l'extrémité de l'élastique. En fait, tout ce qu'il y a à faire, puisque la ligne est déjà montée sur son plioir, c'est de passer la boucle dans le crochet et de verrouiller le manchon, et c'est bon comme ça. La ligne se déroule sans problème. Voilà l'hameçon, la ligne, et on est prêt à pêcher. Recommençons pour bien montrer les détails. À l'extrémité de l'élastique, on a un très petit manchon. On passe donc comme ça sur le crochet, la boucle de l'extrémité de la ligne, et on verrouille avec le manchon. Voilà, c'est fixé. Il y a d'autres manières de fixer la ligne, mais je trouve celle-ci plus simple, et je crois qu'elle évite pas mal de perruques. Le plioir se déroule tout seul, et le montage est parfait. Ce que j'essaye de faire, c'est de toujours calculer la longueur de la ligne pour qu'elle ait 10 à 15 cm de moins que la canne que j'utilise. De cette manière, je plante l'hameçon sur le talon de la canne et je suis prêt à pêcher. C'est très simple. Pour la canne la plus courte, je ne monte pas la ligne exactement de la même façon. Regardons ça de plus près. Il y a une boucle à l'extrémité de la ligne, avec aussi, un peu plus bas, un petit manchon de plastique. Je forme donc une autre boucle, et je la passe dans la première. Ça forme une autre boucle que je peux serrer sur elle-même. Sur la canne maintenant. Je passe tout simplement la boucle sur l'extrémité de la ligne et je serre. De cette manière, elle tient parfaitement et vient contre le manchon fixe qui coulisse sur la canne elle-même. Elle tiendrait très bien toute seule, mais le petit manchon vient en plus. On le pousse sur la ligne et il vient contre l'extrémité de la canne. C'est là un système vraiment parfait qui évite de s'en mêler. Très simple, très efficace. De cette manière, quand vous relevez la ligne, comme ça se déroule tout seul.
Le bas de la ligne vient au niveau de la poignée de la canne. Et on est prêt pour l'action. Bien, avant de parler des éches, je crois que l'on pourrait voir les lignes plus en détail. Aussi, je vais m'asseoir sur le panier siège, c'est quand même plus confortable pour disserter. D'abord, le gros flotteur. Comme je le disais, il a une très grande portance et compte tenu de sa grosseur, il supporte une plombée relativement lourde. Bien, au-dessous du flotteur, sur la ligne, j'ai régulièrement espacé de très petits plombs style. Ils sont vraiment indispensables. On les serre tout simplement avec la pince à cendrer. Les plombs sont répartis sur tout le fil, presque jusqu'à l'hameçon, à une dizaine de centimètres de l'empile. Et je préfère ça parce que je ne veux pas mettre de plomb sur l'empile elle-même. J'utilise un hameçon numéro 24 ou 26 avec une empile de 20 à 30 cm. Et j'ai constaté qu'en y mettant des plombs, on l'affaiblit beaucoup. Dans la mesure du possible, on n'y met donc pas de plomb. D'autre part, la grosseur des plombs décroît progressivement. C'est ainsi que près de l'empile, il y a de très petits plombs style. Et quand on remonte vers le flotteur, ils sont de plus en plus gros. L'autre intérêt des plombs style, c'est qu'ils laissent toutes les possibilités. Là, ils sont disposés régulièrement. Si j'ai l'impression, par exemple, que les poissons sont tous sur le fond à une certaine profondeur, il me suffit de faire glisser les plombs vers le bas de la ligne. Ils glissent parfaitement si on les a fixés correctement. On peut donc plomber un peu plus près de l'empile. Il y a là deux avantages. Le premier, c'est que vous avez la possibilité de vous adapter rapidement en fonction de la place du poisson. Ensuite, même si c'est un cas plus rare, quand il y a beaucoup de petits poissons qui mordillent près de la surface et vous gênent, vous pouvez choisir de chercher les gros qui restent près du fond. C'est une possibilité qu'il ne faut pas oublier. Pour pêcher près du bord, je vais utiliser le flotteur en balsa avec la quille métallique. Comme je vais pêcher surtout près du fond, j'ai un lest unique à environ 20 cm de l'hameçon. Il s'agit d'une olivette en tungstène et vous remarquerez qu'elle est surmontée par un petit tube de plastique. Ceci pour éviter que l'olivette ne se prenne dans la ligne. Et au-dessous, je vais pousser celui-ci un peu plus loin, il y a deux très petits plombs. Il y a ici un plomb numéro 13, à une vingtaine de centimètres de l'hameçon, et ici un autre numéro 13 à seulement une dizaine de centimètres de l'hameçon. Là encore, nous avons une empile de 30 cm environ et un hameçon de 24 ou 26. Eh bien, en fait, je voudrais expliquer pourquoi j'utilise deux bas de ligne très différents. C'est surtout lié aux poissons que je recherche. Près du bord, je peux prendre surtout du goujon, de la perche, et éventuellement une ou deux petites grémilles. J'espère même un peu plus de grémilles que de goujons. À l'heure actuelle, les grémilles et les goujons se nourrissent surtout sur le fond. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est placer l'hameçon aussi près du fond que possible. D'où l'olivette. Par ailleurs, ces deux bas de ligne très fins conviennent fort bien à ce type de flotteur. L'olivette, quand le flotteur est dans l'eau, le maintient parfaitement droit, et les deux petits plombs numéro 13 font plonger l'antenne prête à couler. De cette manière, dès qu'un poisson mord, avec le poids des deux numéro 13, le flotteur plonge tout de suite jusqu'au bout orange, ce qui donne un signal extrêmement sensible. Voici donc nos deux bas de ligne. Voyons maintenant les éches. À mon avis, c'est une question essentielle, plus importante même que le matériel. J'ai apporté dans mon panier des vers de vase et du fouillis. D'abord, les vers de vase. Vous pouvez voir que je les conserve dans une boîte en polystyrène, tout simplement parce qu'elle garde bien l'humidité, ainsi qu'une température à peu près constante. Le ver de vase est la larve d'un moucheron
ressemblant à un moustique, le Chironome plumeux. On le trouve parfois difficilement au fond des mares. Si vous essayez de le ramasser vous-même, attention, ça peut être dangereux. Il y a quelques années, on se procurait les vaseux assez difficilement, mais maintenant, presque toutes les boutiques en vendent. Ils ne sont pas bon marché, mais dans un concours de pêche, vous n'avez pas besoin d'autre chose. J'en ai assez pour prendre 200, disons 100 ou 150 poissons, et c'est donc plus que suffisant pour un canal comme celui-ci. Le fouillis. Ces larves appartiennent à la même famille. Elles sont beaucoup plus petites, mais aussi nettement plus vivantes et actives. Les voici. Vous voyez tout de suite la différence de taille. On récolte le fouillis surtout sur les fonds des cours d'eau lents, mais ils sont difficiles à ramasser. Ici, j'en ai une bonne quantité qui m'a coûté relativement cher. Cependant, croyez-moi, il y a là beaucoup de beaux poissons en puissance et ces appâts et amorces permettent d'assurer une bonne journée de pêche. L'amorce maintenant. Je crois que là réside le secret de la pêche au verre de vase. Le composant principal est de la terre, très fine, comme celle-ci par exemple. On peut aussi utiliser d'autres types de terre. Celle-ci est très fine, très légère et idéale en ce moment de l'année parce qu'elle ne donne rien à manger au poisson qui forcément doit se rabattre sur votre verre de vase ou votre fouillis. Quant au second composant, excusez-moi, mais c'est un secret. C'est un excellent liant que j'utilise en petite quantité. Il est très collant et il peut devenir très dur. Aujourd'hui, j'en ai mis très peu. Le troisième, c'est la farine de recoupe. À mon avis, cette amorce est la meilleure. Elle a beaucoup d'arômes et prend une bonne consistance dans l'eau en laissant échapper des parcelles et des petits morceaux qui attirent le poisson vers l'èche. C'est pour cela que je l'utilise plus que n'importe quel autre. Et puisque nous sommes en hiver, je vais incorporer pas mal de terre. Si on était en été, en revanche, je ne mélangerais sans doute que mon liant secret et la recoupe à parts égales. Mais il fait un peu froid et je ne veux pas rassasier le poisson avec l'amorce. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai retenu cette composition. Un peu de ce liant, il faut bien mélanger pour que ce soit homogène. Et maintenant, le plus difficile, ajoutez l'eau. On va y aller. À vrai dire, c'est vraiment le moment critique de la préparation de l'amorce. Un peu trop d'eau, et le mélange devient collant et gluant, presque impossible à manipuler. Je conseille donc d'ajouter l'eau par petites quantités, de mélanger et d'attendre à chaque fois qu'elle soit absorbée, sans cesser de mélanger pour que ce soit homogène. Vous voyez, quand c'est trop sec, on ajoute une petite larme. Voilà. Si on verse trop d'eau, on obtient du vrai béton. Là, ça commence à prendre tournure. Quand on pétrit, il faut que ça tienne bien. Le plus important, à mon avis, dans la préparation de l'amorce, c'est le tamisage. Pour ma part, j'utilise deux tamis, un très fin et l'autre un peu plus grossier. Je passe tout d'abord le mélange dans le tamis le plus gros, qui laisse passer une poudre fine et qui retient les plus gros morceaux et les déchets. J'aide un peu à la fin. C'est bon. Hop là. Et voici maintenant un mélange léger et farineux à souhait. En pressant simplement, on obtient des boules parfaites. C'est l'amorce idéale, il n'y a pas de grumeaux, et quand on frotte un peu, la boule redevient poudre. Moi, j'aime bien la tamiser une fois de plus avec le tamis le plus fin. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien faire les choses comme il faut. Voilà, je tamise l'amorce encore une fois.
En été, je pourrais m'en passer, mais à la fin de l'automne et en hiver, les poissons sont plus difficiles. Il faut vraiment faire les choses parfaitement. J'enlève tous les débris. Le mélange final est une magnifique poudre fine. Faites-en une boule qui tient très bien, cassez-la et elle disparaît tout de suite. Elle ne demande qu'à attirer le poisson. Et bien sûr, il manque un ingrédient essentiel, le fouillis. On met ça de côté pour l'instant. Et revoici notre fouillis. Vous voyez que si je les introduisais comme ça dans l'amorce, ils resteraient en paquet compact. Ça n'irait pas du tout. Là, il faut employer un petit truc qui marche très bien. Un truc qui commence d'ailleurs à être connu. On place le fouillis dans une boîte. Pensez toujours à prendre des boîtes. Et ajoutez un petit peu d'argile très fine. Vous voyez, c'est une poudre légère. 2 petites poignées sur le fouillis. On remue un peu. Et ça y est, le fouillis est bien séparé et encore plus actif qu'avant. On peut maintenant l'introduire dans l'amorce. Avec ensuite un truc personnel que j'utilise à cette époque de l'année. Voilà un autre récipient très pratique pour mélanger. 3 bonnes poignées de mélange. 3 poignées. Et 2 bonnes poignées de fouillis. Comme ça, ça va. On mélange tout pour que ce soit bien homogène. Et on va pouvoir l'utiliser. Un mélange maison qui va faire venir sur votre coup tous les poissons des environs. Mais il y a parfois un petit problème à la préparation quand on ne lance pas tout de suite les amorces préparées. En effet, il arrive que le mélange soit un peu trop sec. Vous vous en apercevez notamment lorsque vous essayez de faire des boules après avoir mis le fouillis, c'est un peu sec. Alors il faut se garder de verser directement de l'eau. Il se formerait beaucoup de grumeaux. Pour humecter convenablement et de manière homogène, la solution c'est le pulvérisateur. Asperger régulièrement, mélanger. Humecter juste assez pour que l'amorce retrouve sa consistance. Et c'est gagné, vous disposez d'une amorce parfaite. Bon, les èches sont prêtes, les bas de ligne aussi. On va pouvoir essayer de prendre un peu de poisson. On va maintenant pêcher, et pourtant, avant d'envoyer les amorces et de commencer à pêcher, il faut dire un mot de la disposition du matériel. Et tout d'abord, la bourriche. Je l'ai amarré de ce côté et aussi de ce côté. La raison en est fort simple. Avec les bateaux qui passent constamment, il n'est pas du tout impossible que les remous entraînent votre bourriche au milieu du canal. Vous imaginez la scène, vous avez bien pêché, attrapé des tas de goujons de grémilles, et votre bourriche prend le large. Fin de la pêche et adieu les poissons. Deuxièmement, mes appâts. Aujourd'hui, vous le voyez, je les ai placés à ma gauche sur ce support. De cette manière, si je veux remettre un peu d'amorce sur le canal, je n'ai qu'à tendre la main. Pas besoin de me lever, de farfouiller dans mes affaires. C'est bien pratique. L'épuisette. Je prends toujours le poisson de la main gauche. Je ramène le poisson avec la canne, je glisse l'épuisette, je le récupère dans l'épuisette, je le sors et je repose l'épuisette à sa place. Elle est prête pour le prochain. Le support à rouleau est un accessoire très pratique. Vous le voyez, il y a derrière moi une haie passablement haute qui me gêne après une touche pour amener derrière moi la longue canne. Pour y remédier, j'utilise donc ce support à rouleau. Vous le voyez, il permet de rentrer et de sortir très facilement la canne. Elle passe par-dessus. Sinon, pour amener un poisson avec ma grande canne, j'aurais beaucoup de difficultés. Les arbustes m'empêcheraient de la rentrer correctement, mais avec ça, pas de problème. Le support à rouleau maintient la canne en hauteur et lui évite le contact avec la terre.
Elle glisse très facilement en avant et en arrière. Le poisson vient directement dans la main et c'est idéal. C'est vraiment pas cher, mais d'une très grande utilité. Bon, et bien maintenant, il faut envoyer les amorces. Et d'abord pour la petite canne. Mais il est indispensable, avant d'amorcer, de vérifier précisément la profondeur. Pour ce faire, on va utiliser une sonde à ressort. Pour la mettre en place, il suffit d'ouvrir les deux mâchoires maintenues par un ressort pour les refermer sur l'hameçon. Le poids annule l'effet du flotteur. Quand on envoie la sonde dans l'eau, si vous avez trop de fond, le flotteur reste en surface. Là, il disparaît. Quand il disparaît sous l'eau, ça veut dire que vous n'avez pas assez de fond. Il faut donc rajouter quelques centimètres en déplaçant le flotteur sur le fil. On renvoie alors le flotteur. Là, vous voyez, il faut encore régler. Il faut encore le déplacer de 2 ou 3 centimètres. Quand on pêche au verre de vase, il faut être extrêmement précis. En effet, les vers au naturel se tortillent à quelques centimètres du fond de l'eau. Donc, si l'on règle le flotteur pour que l'hameçon soit dans cette zone, ça devrait être bon. Voilà, c'est presque parfait. Comme ça, on sait exactement où il faut placer le flotteur. Je vais lancer 2 petites boules d'amorce pour cette ligne, toutes les 2 assez dures, tout simplement parce qu'il y a des bateaux qui passent et que je ne veux pas que les amorces soient dispersées par les remous. Je vais donc placer les 2 boules pour cette petite ligne. Pour l'instant, ça ira. 2 boules d'amorce comme ça. C'est un premier amorçage. Par la suite, j'enverrai régulièrement de très petites boules. Voilà, allons-y. C'est parfait. On va les abandonner quelques minutes pour s'occuper du coup le plus éloigné. On sonde la profondeur exactement de la même façon. Comme j'ai déjà sondé la profondeur de cet endroit il y a quelques minutes, ce que j'ai à faire maintenant, c'est de régler la canne à la longueur qui me convient. De laisser descendre l'hameçon, l'olivette et le bouchon, avec précaution, et de décider à quel endroit il vaut mieux amorcer. En maintenant la canne coincée entre mes jambes, je peux envoyer les boules d'amorce. Pour cette longue canne, je vais lancer 3 boules d'amorce, mais nettement plus grosses que les 2 que j'ai placées pour l'autre ligne. La raison en est simple. De l'autre côté du canal, je vais essayer de prendre des gardons et d'autres poissons assez gros. En envoyant de plus grosses amorces initiales, j'espère que les gros poissons viendront sur le coup et dissuaderont les petits de leur faire concurrence. C'est ce que j'espère. On va voir si ça marche. Voilà les 3 boules d'amorce que je vais lancer pour la longue canne. La première est très dure, tout simplement parce que je veux qu'elle dure longtemps. La seconde est un peu moins dure. J'estime qu'elle devrait se défaire en l'espace de, disons, 15 à 20 minutes. Et quant à la troisième, elle est encore moins serrée. C'est calculé pour qu'elle tienne juste le temps de descendre dans l'eau et d'arriver près du fond, de manière à créer une large zone d'attraction. Il est difficile de placer les amorces comme il faut sur le coup. Il faut le faire avec soin. Une fois qu'elles y sont, vous ne pourrez plus les reprendre. On y va. La plus dure.
l'autre dure, et maintenant la moins dure. Elle fait moins de bruit parce qu'elle est moins dure. Maintenant, on a amorcé pour la longue canne. On va laisser ce coin tranquille un quart d'heure et nous occuper de l'autre ligne. Voilà, c'est bon. Je commence avec un hameçon de 26 sur un bas de ligne, une empile de 30 cm et en piquant un seul verre de vase. Je mets un seul verre de vase. Je crois que ce coin de canal est très bon et que dans 1 heure ou 2, je pourrais bien utiliser un hameçon plus gros, tout simplement parce que j'aurai des chances de voir de plus gros poissons. Mais la nuit a été froide et il y a encore de la gelée blanche. C'est pourquoi je commence avec un petit hameçon et un seul vaseux. Allez, c'est parti. Voyez comment je procède. J'envoie le flotteur, puis je trempe le bout de la canne dans l'eau et je le relève doucement. Pour une raison bien simple. Si je ne faisais pas comme ça, le fil s'étalerait à la surface entre le bout de la canne et le bouchon. Ah, un petit poisson s'est jeté dessus. Il aurait pu me laisser le temps. Je mets un autre verre de vase. Je lance. Je trempe le bout de la canne. L'olivette redresse le flotteur. L'olivette redresse le flotteur grâce aux 2 petits plombs. Et je ressors le bout de la canne. Si un poisson avait mordu, s'il avait engamé à ce moment, pendant que le bout de la canne était dans l'eau, on l'aurait su parce que le flotteur se serait redressé au-dessus de la surface. Mais non, voilà, il est en place. On sait maintenant que le vaseux est près du fond, au milieu, j'espère, de tout un banc de poissons. Hop là, une touche. Oh là, ça valait tout juste la peine. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme remous quand un bateau passe. Ok, une autre touche. Et voilà, un autre poisson. Ah, c'est bon. C'est une grémille. J'espère qu'on en aura un certain nombre à la fin de la journée. Et en même temps, j'espère qu'on aura aussi quelques gardons, quelques perches et bien sûr des goujons. Cet endroit, ce petit coin de campagne où je pêche, est tout chargé d'histoire. Non loin d'ici, on trouve les ruines d'un petit village et d'une église isolée. Hop! C'est un goujon. Comme je le disais, on peut voir les restes d'une vieille église de campagne. Au XVIIe siècle, avant la Grande Peste, il y avait là un petit village juste à côté, sur le bord. Mais après la Grande Peste, le hameau a été déserté, il ne reste que quelques murs branlants des maisons et les ruines de l'église, encore belles, avec tout autour ces vieilles pierres tombales du temps jadis. J'ai quand même l'impression que je vais quitter le coin avant qu'il ne fasse trop sombre, assez vite. On dirait qu'il y a quelques petits poissons pour l'instant, mais je pense qu'on va en avoir 2 ou 3 un peu plus gros dans un moment. Il faut bouger, aguicher l'appât en permanence. Oh, on en a un. Ah, c'est un gros, oui. C'est un beau poisson pour un canal. J'y vais prudemment parce que, pour être honnête, je ne crois pas qu'on prenne beaucoup de gardons comme ça aujourd'hui. J'y vais doucement. L'épuisette. Ah, c'est une belle prise pour aujourd'hui. C'est pas un géant. 150, 170 grammes, peut-être bien 200.
Mais c'est un beau cadeau du canal. Dans la bourriche. Et je remets l'épuisette. Je vais piquer un autre verre de vase. Il y a pas mal de gardons ici. On va essayer d'en avoir d'autres. La méthode correcte pour écher un verre de vase consiste à piquer l'hameçon, si c'est possible, sur le 3e anneau. Voilà, juste là. J'utilise un hameçon numéro 26, qui est très fin et blesse très peu. Et vous voyez que piqué comme ça, le verre de vase reste très actif. Si vous le piquez plus haut, vous allez manquer beaucoup de touches parce que le poisson mordra la queue du verre. Et si vous le piquez au milieu, il ne durera pas longtemps. Et vous finirez par un verre vide et sans vie sur l'hameçon. A lifeless bloodworm on the hook. Et voilà à nouveau. Il y a du poisson dans le coin. Hein. Et oui, un beau gros goujon cette fois. Ouais. Sur les 3 derniers poissons que j'ai pêchés, 2 étaient piqués un peu trop loin dans la gueule. Je crois donc que je pêche un peu trop profondément et que je laisse un peu trop de temps au poisson avant de le ferrer. Je vais donc déplacer le flotteur de 2 ou 3 cm. Et si je n'ai plus de touche, je remettrai du fond. Voilà, si j'en ai, c'est que j'avais raison. Un autre vaseux, et voilà. J'ai dû le manquer parce que le verre est parti. Il y a toujours beaucoup de poissons. Je vais peut-être encore prendre quelques poissons avec cette ligne, puis passer à la longue canne, et ensuite j'essaierai de continuer avec les 2. Si je m'acharne trop de ce côté-là, je vais finir par épuiser complètement le banc. Et je n'aurai pas de solution de rechange si la longue ligne ne donne rien. Je vais encore en prendre 2 ou 3 par ici, puis j'essaierai l'autre. Il y a vraiment pas mal de poissons. Encore un. Pour être honnête, je n'ai pas trop envie de changer. Ça donne bien ici. Théoriquement, puisque je pêche à cet endroit depuis, disons, 1 heure, 1 heure et demie, il se pourrait que le poisson se fatigue. Il ne faut pas être trop gourmand. Encore un et je change. De l'amorce. Ah oui. Bon, maintenant, je laisse cette canne. Je sais, c'est un sacrilège. Théoriquement, je devrais rester. Mais si l'autre canne ne donne rien, alors je pourrais toujours revenir à celle-là. Un truc à savoir, quand on pêche avec ce genre de canne, c'est que l'élastique peut être trop sec et qu'il ne se rétracte alors pas bien. Aussi, avant de commencer à pêcher, il faut tremper le sion dans l'eau et tendre ensuite l'élastique tout simplement pour le lubrifier. On le fait au début et on le refait ensuite. Voyons si je suis capable de m'étonner moi-même et de prendre du poisson. Et voilà qui est fait. C'est un autre petit gardon. Je crois qu'il a engamé à la descente à une quinzaine de centimètres du fond. C'est pas un très gros poisson, mais il est quand même pas mal.
Ce qu'il y a de bizarre, c'est que j'ai attrapé le plus gros gardon de la journée près du bord, alors que l'amorce pour les gardons est de l'autre côté. Eh bien, il y a pas mal de poissons maintenant ici. C'est incroyable comme le poisson réagit. Une petite perche cette fois. Il y a quelques perches. La première que je prends. Un drôle de petit poisson avec ses 5 rayures sur le côté. En fait, c'est une assez petite perche. J'en ai vu une pas loin d'ici en concours qui faisait près d'une livre. Mais celle-là, c'est une grosse perche, pour un jour d'hiver comme aujourd'hui, tout au moins. Encore un petit poisson. Une grémille. Oui, un beau petit poisson. Maintenant, je crois que je vais... Vous voyez, dans les concours ou une partie de pêche sur un canal, comme ça, au verre de vase, il vient toujours un moment où vous sentez qu'il ne faut plus amorcer, que le poisson n'est pas loin d'être rassasié. C'est pourquoi cette fois, je vais utiliser ce qu'on appelle un pose-amorce. C'est très simple, c'est une petite boîte avec une pince sur le fond. À vrai dire, il s'agit simplement d'une boîte en plastique pour pellicule photo. J'ai adapté une petite pince sur le fond pour pouvoir la fixer au bout de la canne. Très simple. Je vais la fixer là, et dedans, je vais mettre ce que j'appelle du pur fouillis, c'est-à-dire du fouillis sans amorce. On remue, on humecte au pulvérisateur pour pouvoir former une petite boule, comme ça, juste du fouillis avec de l'argile fine que j'y ai ajoutée. On place la petite boule dans la boîte, on appuie doucement, doucement, parce que si on appuie trop, l'amorce ne veut plus sortir. Et j'emboîte doucement pour atteindre l'autre côté. Avec précaution. Je maintiens la boîte bien droite pendant toute l'opération. Je baisse le flotteur doucement à l'endroit où je pêche. Je descends la boîte près du flotteur et je dépose l'amorce. Ça y est. Off with the pot. Espérons qu'on va prendre quelque chose. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je dois dire que la nuit tombe assez vite. Hein. Le soleil a disparu tout d'un coup, commence à faire frais, très frais. On dirait qu'il y a quelques gardons maintenant. J'en ai déjà pris 4 ou 5, rien de très gros pour le moment, mais il y en a d'autres. Le problème cette fois, c'est qu'il y a 2 bateaux qui arrivent. Seule solution, relever la canne. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on fait ça. Pas mal de pêcheurs se sont fait électrocuter en relevant leur canne de cette manière. Alors attention, lorsque vous choisissez votre coup sur un canal, assurez-vous toujours qu'il n'y a pas de ligne haute tension à proximité ou tout simplement une ligne électrique ou n'importe quel fil. Personnellement, je ne pêche en canal qu'à partir de fin octobre. Essentiellement parce qu'il faut attendre cette date pour qu'il y ait moins de bateaux, mais aussi parce que je trouve que la pêche est plus intéressante en automne et en hiver qu'en été. Ah, il y a une touche là.
On dirait que c'est un gardon assez beau. Je crois qu'il va falloir être prudent. L'élastique est presque tendu au maximum. Il faut rentrer avec précaution. Ah, vraiment, c'est un beau poisson. Cette fois, l'épuisette s'impose. Hop là. Vous le voyez, hein? C'est bon. Il est assez beau, un peu plus de 100 grammes. Oh, c'est pas un record, mais c'est quand même pas mal pour aujourd'hui. Eh bien, la lumière décroît rapidement. Il faisait bien froid ce matin, mais après, vers midi, il a fait très beau. Dans quelques minutes, on ne pourra plus pêcher. Oh, les prises ne sont pas mirifiques, j'ai peut-être en tout 3 ou 4 livres. J'ai quelques grémilles, quelques petites perches, un peu de goujon et 2 ou 3 beaux gardons. Oh, pas énorme, 100, 150 grammes peut-être. Mais l'un dans l'autre, c'est une bonne pêche pour un canal en cette saison. Personnellement, je vous le confie entre nous, cette pêche au verre de vase, c'est celle que je préfère. Cela dit, il y a des tas et des tas de façons de pêcher dans un canal près de chez vous sans même avoir besoin d'acheter des verres de vase et du fouillis. Pour beaucoup moins cher, vous prendrez du plaisir avec quelques asticots. Pour peu que vous choisissiez judicieusement votre coup, vous aurez des résultats. Pinkies, fizz, casters et pain. Toutes les méthodes sont valables. Quelle que soit celle que vous préférez, tentez votre chance. Vous serez peut-être surpris du résultat. Pendant longtemps, les pêcheurs ont négligé les canaux. Ce n'est que depuis quelques années qu'ils y reviennent. Et à mon avis, il y a de fortes chances pour que la tendance s'accentue et que les rives des canaux se peuplent. Bien sûr, ça va devenir plus difficile, mais aussi plus intéressant, parce qu'il y aura encore plus de pêcheurs sur les chemins de halage. Mais aujourd'hui, avec mes 3 ou 4 livres, je suis satisfait. Avant qu'il ne fasse trop sombre, on va jeter un coup d'œil sur les prises. Voyons cela. Ce n'est pas une pêche miraculeuse, mais c'est très honnête, je trouve. Regardez ce que j'ai attrapé exactement. Voilà, voilà le plus gros gardon de la journée. Vous voyez, 2 ou 3 beaux gardons. Celui-ci pèse sans doute à peu près ses 100 grammes. Et celui-là, probablement pas loin de 150. Quelques goujons. On a vraiment des tonnes ici. On en prend beaucoup plus en été qu'en cette saison. Un jour, dans un autre canal, j'en ai pris 13 livres pendant un concours. Presque 700 poissons. C'est vraiment une espèce très prolifique. La grémille que je vous montre, voyez, elle a de sacrées épines. C'est pas dangereux. Elle n'a pas de venin. Elle est facile à attraper. Et je trouve que c'est un joli poisson. Et ici, quelque part, j'ai également une petite tablette. Où elle se cache, je sais pas. J'arrive pas à la retrouver. Elle est quelque part, elle est peut-être partie depuis longtemps. Bon, ben c'est tout. Sans doute 3 ou 4 livres de poisson. C'est pas si mal. Eh bien voilà. Si vous vous promenez le long d'un canal et que vous tombez sur moi, n'hésitez pas à venir me voir. Moi je fais la même chose, c'est promis. Allez pêcher en canal. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de ramasser les ordures et les déchets. Il faut laisser la berge propre et nette. Voilà, j'y vais. Salut, un de ces jours.